Je suis ici dans un embarras total par la présence de beaucoup de personnes, mais notamment de mes grands frères de loin. Le doyen Keita ici, présent, de Sigiri, qui est un père à moi, puisque son fils est de ma classe. Le doyen Lamine Kapi Kamara, qui m'a vu évoluer, puisque j'étais élève officier à Saint-Cyr et à Melun quand il était ambassadeur en Guinée. Et le professeur Soiré ici présent, qui m'a donné une leçon de morale, un souvenir inoubliable quand je devrais partir à Cuba. Je salue toutes ces vénérables personnes qui m'excusent de mon vocabulaire militaire, mais aussi surtout de mon ignorance par rapport à eux. C'est un sujet difficile à débattre, d'autant plus que les gens ne connaissent pas leur institution de défense. L'armée c'est le bras armé de la nation, ou c'est la colonne vertébrale, disait un penseur, mais jamais sa tête, sauf dans des circonstances historiques exceptionnelles. Avant d'entamer mes propos, je voudrais expliquer un peu la naissance des armées dans l'Égypte ancienne, berceau de l'humanité. Les gens vivaient à l'état naturel de la pêche, des cueillettes, mais sur des terres arables aussi. La culture. Et puisque l'homme a en lui la dualité du bien et du mal, de la générosité et de l'égoïsme, cela a amené certains individus à rompre le pacte de la cohabitation pacifique. Donc des groupes s'attaquaient à d'autres groupes pendant que les hommes partaient à la chasse ou à la pêche. Et lorsque un groupe commettait un crime dans un autre groupe, c'était toujours le désordre. On revient un peu en plantant le décor que l'armée, la nation, l'État, l'impôt, le droit sont nés ensemble. Dans un premier temps, dans ces groupes de sociétés, lorsqu'un groupe commettait un crime dans un autre groupe, puisque la morale de la société était telle qu'on devrait vivre pacifiquement en respectant les normes morales de la société, on abandonnait cet élément à la portée de l'autre groupe. Mais avant cela, c'est tout le groupe qui se déchaînait pour aller attaquer l'autre groupe fautif. Et c'était des massacres, c'était des pillages. C'est la période historique de la société humaine et du droit qu'on appelle la période de la vengeance généralisée. Un groupe A, un des éléments du groupe A a commis un crime dans le groupe B se levait et attaquait le groupe A pour un massacre rangé. En évoluant, les sociétés se sont dit, mais pourquoi
on va se massacrer en faisant une vengeance généralisée. Pourquoi ne pas punir celui qui a commis ce crime? La société a un peu évolué. Ils ont dit, bon, celui qui commet un crime dans un groupe opposé, allié, cohabitant, on le remet à ce groupe-là, ils vont régler son compte. Et lorsqu'un élément du groupe A commettait un crime dans le groupe B, le groupe A remettait son élément au groupe B pour régler son compte. La société a évolué. De la vengeance généralisée, ils sont arrivés à l'abandon individuel qu'on appelle l'abandon nocial. On remettait l'élément au groupe agressé qui le tuait ou le rendait esclave. Mais en évoluant, la société humaine s'est dit, mais pourquoi nous allons, pour un œuf volé, pour un doigt cassé, on va rendre un individu de notre groupe totalement à l'autre groupe afin de le rendre esclave, au-delà même proportionnellement de la faute commise. Ils se sont référés aux textes bibliques d'alors, notamment la Torah. Comme dans le Coran, la Torah, le Jabour, l'Évangile. Dans le Coran, puisque je suis musulman, on dit saïm bi saïm. Une main pour une main. Le roi qui régnait à l'époque s'appelait Talion. C'est lui qui a prôné l'application. Au lieu de la vengeance généralisée, au lieu de l'abandon nocial, la servitude de l'individu à vie, il doit payer sa faute en proportion de ce qu'il a commis. Il a cassé un doigt, on lui casse un doigt. Il a cassé un œil, on lui casse un œil. D'où la notion de la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais la société, en évoluant, ils se sont dit pourquoi nous nous ferons deux infirmes dans deux collectivités cohabitantes et on finira par se réconcilier. Qu'est-ce qu'on fait? Tarifons les fautes, tarifons les organes. Celui qui casse un œil doit payer tel nombre de bœufs, doit payer tel montant. Celui qui détruit un champ doit payer tel montant, doit payer tel nombre de taureaux. Nous sommes arrivés donc de la vengeance généralisée à l'abandon nocial, de l'abandon nocial et à la loi du talion. De la loi du talion, on arrive à la compensation pécuniaire. Je crois qu'il y a encore, de nos jours, en partie, en application dans tous les pays. C'est la notion d'amende. Il a cassé un œil, on doit payer un œil par tel montant, par tel nombre de... De cette notion de compensation pécuniaire est née la notion d'amende, la notion de peine privative de liberté en relation avec la faute commise. Mais les sociétés vivant à l'état sauvage se sont dit à l'état nature, pour administrer tout cela, pour ranger ce désordre, comme disent les frères des Lumières, du chaos jaillit l'ordre. Il faudra quelqu'un pour nous administrer. C'est pourquoi les penseurs disent que chaque nation mérite son chef. Chaque nation a le chef qu'elle mérite. Ils se sont dit, il nous faudra quelqu'un, il nous faudra des règles de vie pour vivre ensemble pacifiquement. Il faut quelqu'un qui veille à l'application de ces règles. Si nous partons au champ, si nous partons à la chasse, si nous partons à la cueillette, qui va veiller sur les femmes, sur les enfants, sur le bétail?
Mais quand le chef qu'on se choisit, il va ordonner quelque chose, qu'est-ce qu'il va appliquer? Lorsque notre compatriote ou l'autre parti est de mauvaise foi, les hommes se sont présentés au service de la collectivité comme volontaires pour accomplir ces tâches. Mais s'il y a dans notre collectivité des individus qui se donnent volontairement pour devoir d'appliquer les règles de vie en commun de notre société, d'exécuter les ordres du chef, et ils ne vont ni au champ, ni à la cueillette, ni à la pêche, comment vont-ils vivre? La notion d'impôt. Chaque partie en nature, en fonction de ce que l'on produit, va donner une partie de sa production, de sa richesse, afin d'entretenir ces hommes qui assurent notre sécurité, afin de payer des habits pour eux, afin de les permettre de nourrir leur famille. Voilà comment, à peu près, l'État est né avec la notion d'impôt, avec la notion de ce qu'on appellera plus tard l'armée. Mais avant de continuer, faisons tout de suite, pour les jeunes, pas pour les érudits qui sont là, faisons tout de suite un éclaircissement entre la notion de patrie, la notion de république, la notion de l'État. Parce que souvent, les jeunes y confondent. L'État est un territoire sur lequel se trouve rassemblée une population et que cette population soit soumise à un pouvoir de contrainte ou à un pouvoir politique. Voilà les trois éléments constitutifs d'un État. Un territoire, une population et un pouvoir politique. La République, comme disait Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, c'est un état de société au sein de laquelle chaque membre parvenu à une certaine maturité a le droit de participer à la gestion des affaires de cette société. La définition contient des mots qui méritent d'être détaillés, dont on n'a pas le temps ici, mais parvenu à une certaine maturité, cela dépend des époques, cela dépend des sociétés, cela dépend des événements. Un fou n'est pas quelqu'un qui est parvenu à une maturité. Il ne peut pas être ni candidat ni électeur. Quelqu'un qui a perdu ses droits civiques ne peut pas participer ni en tant qu'électeur ni en tant que candidat. Les mineurs, ils ne sont pas parvenus à une certaine maturité. Ils ne peuvent ni être candidats ni être électeurs. J'en passe de même. C'est la définition de la République. La nation, quant à elle, c'est une population de l'État, comme on a dit tout à l'heure, mais avec un autre sens, qui assume le même passé, vivant sous l'emprise d'un même présent et aspirant au même avenir. Je crois que dans cette salle, il n'y a personne qui renie que l'Almami Samori Touré est notre héros national. En le reconnaissant comme héros national, Alpha Yalo, Dina Salifou, Zebela Toba Pivi, en le reconnaissant comme héros national, nous assumons notre passé commun. Nous assumons tout ce qu'ils ont fait. Vivant sous l'emprise d'un même présent, les textes de loi, les décisions de ceux qui nous gouvernent, nous les appliquons, nous les subissons. Notre comportement, même nos achats, même notre habillement est l'expression d'une politique nationale, du présent, de ceux qui nous gouvernent. Tandis que l'avenir, comme en cette période de transition, chacun de nous va s'exprimer à travers les urnes dans l'adoption de la Constitution,
Donc nous aspirons au même avenir. Les projets de loi, les propositions de loi, les pétitions, les vox populis, c'est en cela que nous aspirons au même avenir. Quelle est la loi qui régit la scolarité, l'éducation nationale, les mines, l'armée, nos recherches scientifiques? À quelle Guinée nous pensons, nous aspirons pour demain, à travers nos structures, à travers nos textes de loi? Voilà ce que c'est qu'une nation. Et comme disait l'autre, la nation, elle n'est libre, elle n'est tranquille, elle n'est en paix que lorsqu'elle a cette armée. Toutes les nations ne sont pas des républiques. Quand vous prenez le Royaume-Uni, quand vous prenez le Maroc, ce ne sont pas des républiques, mais ce sont des nations. Tous les États ne sont pas des républiques. Le Maroc est un État. L'Angleterre, le Royaume-Uni est un État, mais ce n'est pas une république. Mais c'est une nation. L'ensemble des hommes qui ont accepté d'assumer un même passé, vivre sous l'empire d'un même présent, en aspirant au même avenir, constitue cette nation. Cela est différent de la patrie. La patrie, du latin le pater, notre père, c'est la terre de nos pères. On peut être originaire d'une terre et ne pas avoir la nationalité de cette terre. On peut avoir la nationalité d'une terre et ne pas avoir cette terre comme celle de ses pères. Il y a beaucoup ici qui ont une ou deux nationalités, voire trois, sans que ces terres ne soient celles de leur père.